Dans la scène d'ouverture, Tanisu est vu rentrant chez lui depuis le magasin de proximité avec un sac de course avec son frère, Snow, sous sa forme de chien. Il sourit en réalisant à quel point son frère, Snow, s'adapte bien à être un chien et se fond parfaitement. Tanisu rentre chez lui sain et sauf et trouve l'endroit vide et sombre. Il essaie d'appeler quelqu'un mais personne ne lui répond. Il est un peu effrayé et manque de faire tomber un des fruits, mais Snow l'aide à remettre le fruit dans le sac. Ensemble, le duo se rend au salon et appelle quiconque pourrait être à la maison pour qu'il ne pense pas qu'il y avait un voleur dans les parages. Soudain, Izuri s'approche furtivement de Tanisu et l'effraie avec des pattes d'araignée pendant dans son dos. Effrayé, Tanisu attend que sa sœur se matérialise avant de lui parler. Quand elle le fait, elle lui demande ce qu'il a mangé pour le dîner. Tanisu lui dit qu'il a acheté des légumes, mais encore une fois, Izuri voulait de la viande et rien d'autre. À la fin, Tanisu ignore sa sœur aînée mécontente et va voir les deux autres, Sueshi et Ashisu, qui sont occupés à faire leurs affaires. Une fois qu'il a confirmé qu'ils vont bien, il se rend à la cuisine pour commencer à préparer le dîner pour la famille. Tandis qu'il y est, il récapitule l'histoire de sa vie et mentionne chaque pouvoir que ses frères et sœurs ont acquis après que leurs gènes ont été manipulés et mutés. Alors que Tanisu est assez normal, Izuri a une agilité semblable à celle des animaux, en plus des membres arachnéens attachés à son dos. Comme pour Snow, il pouvait se transformer en chien et revenir à sa forme humaine à volonté. Ashisu est la fille plante. Leurs parents ont modifié son corps pour qu'il agisse comme un sol fertile, permettant à différentes plantes et champignons de pousser. Tout ce dont elle a besoin, c'est de soleil et d'un peu d'eau. Enfin, Sueshi. Maintenant, Sueshi est la silencieuse, mais pour une bonne raison. Ayant reçu le pouvoir de lire dans les pensées, Sueshi, qui a déjà eu une dépression nerveuse, s'est enfermé dans la maison pour éviter de se rapprocher de trop d'humains à la fois, afin de ne pas s'effondrer en entendant trop de pensées en même temps. Quand il était beaucoup plus jeune, les parents de Tanisu employaient des tuteurs pour lui donner des cours sur divers sujets. À l'époque, il attendait et les regardait effectuer d'horribles expériences sur ses frères et sœurs sans pouvoir les aider à ce moment-là. En revenant à la réalité, Tanisu trouve un insecte sur le mur de la cuisine et panique en réalisant ce qui va se passer ensuite. Avant qu'il ne puisse dire un mot ou faire quelque chose, Izuri a sauté partout et a saccagé la cuisine, y compris toutes les courses que Tanisu avait achetées plus tôt. Ashisu se dirige vers la cuisine et jette toute sa nourriture à la poubelle. Triste, Tanisu s'inquiète de ce qu'il doit faire pour ses frères et sœurs. En fin de compte, il propose qu'ils sortent dîner. Izuri s'enthousiasme et demande s'ils vont manger des insectes pour le dîner. Tanisu lui dit de ne pas penser de cette façon et qu'ils vont juste prendre de la nourriture normale. Tout le monde refuse de sortir avec le pauvre Tanisu et il n'a d'autre choix que de bouder toute la journée. Il retourne dans sa chambre, éteint la télévision qui diffuse les nouvelles et va faire une sieste. Quand il se réveille, ses frères et sœurs changent d'avis et décident de sortir avec Tanisu dans un restaurant en plein air sous un auvent. En arrivant, Tanisu apprend à ses frères et sœurs comment laver leur tasse et se servir du thé. Avec un large sourire, Tanisu demande à ses proches de commander leur nourriture à partir du menu. Izuri le surprend en train de sourire et lui demande pourquoi. Tanisu leur dit qu'il est simplement heureux qu'ils aient enfin du temps pour sortir et agir comme des gens normaux pour une fois. Izuri n'est toujours pas impressionné par son expression, mais elle reste silencieuse. Quelques minutes plus tard, le serveur apporte leur nourriture et Snow se transforme immédiatement en chien et mange comme un animal sauvage. La serveuse prend Snow et le place par terre avant de lui donner quelques raviolis à manger. Izuri joue avec sa nourriture tandis que les autres sont assez nonchalants à propos de leur repas. Tanisu regarde ses frères et sœurs manger voracement et mettre la table sens dessus dessous sans se soucier du monde. Il écoute aussi les gens les regarder et faire des commentaires méchants à leur sujet. Quand il en a assez de toutes leurs discussions, il perd patience et confronte ses frères et sœurs à propos de leur comportement. Izuri l'empêche de trop parler et lui demande pourquoi il est obsédé par le fait qu'ils agissent comme s'ils étaient normaux. Tanisu leur raconte timidement sa rencontre avec le type cool à l'époque et leur dit qu'il peut être égoïste et tout, mais qu'il veut juste passer du bon temps avec ses frères et sœurs. C'est tout. En entendant cela, Snow et Ashii se comportent et mangent comme des gens normaux pour Tanisu. Izuri mange un peu après beaucoup de persuasion et ils découvrent tous à quel point le plat est délicieux. Tanisu reste calme et espère que les choses se passeront bien cette fois-ci. Heureusement, ses frères et sœurs semblent désireux d'apprendre et Tanisu leur apprend à utiliser la fourchette. Après avoir dîné pendant environ 1 heure, Tanisu et ses frères et sœurs se préparent à rentrer chez eux. Quelques instants après être sortis du restaurant, Tanisu jette un dernier regard à ses frères et sœurs et se remémore toutes les horribles choses qu'ils ont traversées. Ses frères et sœurs le remarquent en train de pleurer et lui demandent ce qui ne va pas. Tanisu leur dit de ne pas trop s'inquiéter pour lui et qu'il ira bien. Avec cela, il continue son voyage de retour à la maison avec ses frères et sœurs et termine la journée sur une note joyeuse. Il y a quelques années, quand Tanisu était encore beaucoup plus jeune qu'il ne l'est maintenant, ses parents lui ont assigné un tuteur pour lui enseigner des matières telles que les mathématiques complexes, le calcul et d'autres matières scientifiques. Malheureusement pour l'enseignante, elle était embarrassée car Tanisu a résolu tous les problèmes qu'elle avait apportés et lui a prouvé qu'il n'avait pas besoin de son aide. Après avoir battu le professeur de mathématiques un jour, Tanisu entend ses frères et sœurs jouer dehors et demande à son père pourquoi il ne les a pas laissés étudier. Son père lui parle des pouvoirs de ses frères et sœurs et lui fait savoir qu'il n'attend pas grand chose d'eux sur le plan intellectuel puisqu'ils ont déjà leur pouvoir qui fonctionne bien pour eux. Peu de temps après,
la mère de Tanisu s'approche de lui et lui demande ce qu'il aimerait avoir. Tanisu demande aussi à sa mère de préparer du pudding au lait pour ses frères et sœurs, mais son père lui dit de ne pas s'inquiéter pour eux, car il ne veut pas altérer les données. En avançant jusqu'au présent, on voit Izuri se disputer avec Tanisu, tandis que les autres sont assis avec eux et regardent sans dire un mot. Tanisu réprimandait Izuri pour être sorti sans sa permission, mais Izuri essayait de lui faire comprendre qu'elle n'est pas une enfant et qu'elle peut faire ce qu'elle veut quand elle le veut. Tanisu la menace poliment en posant l'un de leurs médicaments étranges sur la table et en menaçant de la forcer à l'utiliser si elle ne l'écoute pas. Au moins, c'est lui qui fait tout le travail difficile dans la maison et qui se casse la tête pour garder la famille unie, donc il pense qu'il mérite d'être respecté. Les autres réfléchissent aux paroles de Tanisu et sont d'accord avec lui, et Izuri n'a pas d'autre choix que de se plier aux ordres de Tanisu. Cependant, elle lui fait promettre de faire les tâches ménagères sans avoir besoin de l'aide de personne, et Tanisu lui assure qu'il va s'en occuper. Avec cela, il prend sa salopette et l'enfile et se dirige vers l'extérieur pour chercher quelque chose. Il arrive au supermarché et s'arrête dehors pour regarder des friandises. Comme il est fauché, il n'a pas pu les acheter. Pendant ce temps, une petite fille mais à peu près de son âge reçoit une collation gratuite de la caissière après avoir acheté des choses au magasin. Elle aperçoit Tanisu en train de regarder la vitrine dehors et s'approche de lui. Elle se présente et offre la collation qu'elle a reçue gratuitement à Tanisu. Tanisu refuse d'abord l'offre, mais ensuite il prend une cuillère et la savoure chaleureusement. La petite dame lui donne le reste de la collation et continue joyeusement son chemin. Tanisu commence sa longue marche de retour à la maison et rêve de se perdre en chemin. Lorsqu'il revient à la réalité, il se rend compte qu'il a un terrible sens de l'orientation et pourrait facilement se perdre. Il pense à appeler ses frères et sœurs, mais finalement, il ne veut pas qu'ils essaient de le sauver et tout ça. Alors il avance et trouve un coyote face à lui. Tanisu court aussi vite que ses jambes le portent jusqu'à ce qu'il se perde dans la forêt. Environ 1 heure plus tard, ses frères et sœurs commencent à s'inquiéter pour leur Benjamin, alors ils quittent la maison et se précipitent vers la forêt pour le chercher. Pendant ce temps, on voit Tanisu assis et errant dans la forêt dense, se demandant si ses frères et sœurs seraient déjà en train de le chercher. À quelques dizaines de mètres, Snow et Ashisu se retrouvent face à face avec une meute de coyotes. Ashisu durcit sa jambe pour qu'elle soit comme un tronc d'arbre et laisse un des coyotes la mordre là. Malheureusement pour le coyote, toutes ses dents tombent et il s'enfuit en criant avec ses camarades. Les autres frères et sœurs, Swish et Izuri, arrivent et prennent le relais de la recherche. Swish utilise ses techniques de lecture de pensée pour localiser Tanisu et elle le trouve au bas d'une falaise. Cependant, pour l'atteindre, une personne sauvage comme Izuri devrait descendre la falaise et trouver le petit homme pour qu'elle puisse le ramener vers eux. Izuri accepte joyeusement la tâche et glisse à travers les branches et les arbres de la forêt pour atteindre la base de la falaise. Là, elle trouve Tanisu qui a l'air abattue et l'appelle. Elle est sur le point de perdre son personnage, mais elle se ressaisit et essaie de le gronder à sa manière. Tanisu, qui est vraiment heureux de voir sa sœur, éclate en larmes et la serre fort dans ses bras. Izuri le porte hors de la forêt et le ramène à tout le monde. Tout le monde rentre chez soi ce soir-là et Tanisu remercie Izuri de l'avoir sauvé. Izuri rougit un peu et leur demande ce que Tanisu avait prévu pour le dîner ce soir-là. Tanisu leur dit d'oublier le dîner et de vérifier les matériaux d'improvisation qu'il a achetés pour eux au marché. Quand ils rentrent à la maison, il accroche un sac bizarre sur le dos d'Izuri et y plie ses pattes d'araignée. Maintenant, elle peut marcher comme un humain normal et ne pas être discriminée. Il trouve aussi du matériel d'improvisation pour Ashisu afin de cacher son corps ressemblant à une plante lorsqu'elle sort se promener. Les deux sœurs remercient leur jeune frère attentionné pour l'aide qu'il leur a apportée et continuent leur journée. Le jour suivant, Tanisu reprend contact avec l'un de ses professeurs après avoir consulté ses anciennes notes et trouvé son numéro de téléphone. Après avoir raccroché, Tanisu dit à ses frères et sœurs qu'il doit rencontrer la femme sur le continent le lendemain. Ashisu demande à confirmer la véritable identité de cette tutrice, mais Tanisu lui dit de ne pas trop s'inquiéter à propos de la tutrice et qu'ils ont aussi besoin de quelqu'un qui peut les aider dans leur situation actuelle, c'est-à-dire un gardien. Bien qu'il y ait quelques grognements entre les autres, ils acceptent tous le plan de Tanisu. Maintenant, cela les amène au prochain problème qui suivra Tanisu sur le continent demain. Après avoir cherché et filtré certains des autres, Swish se porte volontaire pour suivre Tanisu à l'endroit et cela surprend tout le monde car Swish n'est pas du genre à sortir, surtout dans un endroit avec beaucoup de monde. Néanmoins, le lendemain arrive rapidement et Swish accompagne Tanisu à son rendez-vous. Après avoir discuté de quelque chose en chemin, Tanisu trouve un gars et l'appelle pour demander de l'aide. Le gars l'ignore et continue son chemin. Bientôt, une femme âgée apparaît et essaie de profiter de la gentillesse de Tanisu en lui demandant de lui donner de l'argent pour prendre un taxi. Tanisu est sur le point de tomber dans son piège si ce n'était pour Swish, qui a lu dans les pensées de la femme et connaissait son stratagème dès le départ. Avant que Tanisu ne puisse donner un centime à la femme, elle lui prend la main et l'emmène à l'endroit. Le duo marche quelques mètres jusqu'à ce qu'ils se fatiguent de marcher. Tanisu passe au plan B et demande directement aux gens si quelqu'un connaît le chemin vers Monsieur Hakun.
qui est censé être le lieu de la rencontre. Juste après avoir posé la question, Swish ferma les yeux et commença à lire les pensées de tous ceux présents dans cette partie de la ville, espérant obtenir des indications pour s'y rendre. Heureusement, son plan fonctionne et elle découvre comment. Une fois qu'elle a fini de lire dans leurs pensées, elle prend Tanisu et l'emmène à la station de métro pour prendre un train vers la région montagneuse. Pendant le trajet, un voleur essaie de voler le portefeuille de Tanisu dans sa poche gauche, mais encore une fois, Swish surprend l'acte néfaste de l'homme et avertit Tanisu de garder son portefeuille près de lui en tout temps. Tanisu la remercie à nouveau alors qu'ils poursuivent le reste de leur voyage. Quelques minutes plus tard, Tanisu et Swish arrivent à leur destination et trouvent le contact qui les attend. En voyant Tanisu, son ancien élève, la tutrice s'approche pour le saluer avec un sourire. Elle lui demande de lui dire pourquoi il l'a contacté au départ et Tanisu lui dit que lui et ses frères et sœurs ont des ennuis. Lorsqu'elle demande un récit de ce qui leur est arrivé, Tanisu devient trop timide pour parler. Pour détendre l'atmosphère, la dame propose qu'ils discutent autour d'un déjeuner. Tanisu et Swish acceptent, et ils suivent la dame jusqu'à un café à proximité pour prendre du pain perdu et du café glacé. Tanisu savoure son déjeuner avec enthousiasme et remercie la dame de les avoir invités. Alors qu'ils mangent, la dame lève les yeux et trouve Swish en train de la regarder. Elle demande à Tanisu qui est Swish, et Tanisu présente Swish comme sa sœur silencieuse, qui déteste parfois être dehors. La dame demande à Tanisu si la rencontre concernait Swish, mais Tanisu lui dit que non. La dame demande à Tanisu de lui dire pourquoi il l'a contacté, et Tanisu commence son histoire triste. À la fin, il lui demande de les aider à les élever et à garder leurs affaires en ordre. À ce moment-là, la femme garde un visage sévère et dit à Tanisu en face qu'elle ne peut pas l'aider. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, la femme a rappelé à Tanisu l'humiliation qu'elle a dû affronter lorsqu'elle lui donnait des cours particuliers quand il était plus jeune. Étant un enfant prodige, Tanisu n'avait presque aucun problème à résoudre des problèmes de mathématiques qu'elle-même ne pouvait pas résoudre. Finalement, la nouvelle s'est répandue et les gens ont commencé à l'humilier pour ne pas pouvoir enseigner à un enfant de 8 ans. Cela lui a fait perdre de la crédibilité parmi ses pairs et l'a envoyé au bas de l'échelle sociale. À ce moment-là, elle pique une crise et traite Tanisu d'expérience humaine. Pire encore, elle lui dit d'aller voir le gouvernement pour qu'il puisse être transformé en cobaye. Swishy, qui n'en pouvait plus, prend les mains de son frère et se prépare à le faire sortir du café. En partant, elle se tourne vers la tutrice et lui dévoile tous ses secrets en face. Puis, elle lui lance un dernier avertissement de ne faire de mal à aucun d'eux pour qu'il ne lui arrive rien. Quand elle a fini, elle ramène son frère au port et monte sur le ferry avec lui. Sur le chemin du retour, Tanisu a une crise existentielle et demande à sa sœur ce qu'elle pense de lui. Sa sœur le rassure en lui disant qu'elle a une haute opinion de lui et ne le considérerait jamais comme une expérience scientifique. Lorsqu'ils reviennent à leur rivage, Sumir apparaît et se présente à nouveau à Tanisu. Tanisu, sur le point de lui dire son vrai nom, pense à sa rencontre avec le tuteur et lui ment, lui disant que son nom est Kanisu. Sumir écrit son numéro sur un morceau de papier et le remet à Tanisu pour qu'il l'appelle chaque fois qu'il a besoin de son aide. Tanisu prend le numéro et se tourne vers sa sœur pour confirmer si les intentions de Sumir sont bonnes. Lorsqu'il découvre que ses intentions sont bonnes, il éclate en sanglots et pleure comme un bébé en rentrant chez eux. Un petit aperçu est montré pour illustrer ce qui s'est passé la nuit où le gouvernement a trouvé les parents de Tanisu sur l'île où ils se sont réfugiés. Plutôt que d'avoir peur d'être attrapés, les parents de Tanisu sont venus patiemment vers leurs enfants et leur ont donné des pilules pour les rendre humains pendant un court moment durant leurs vacances. Pour eux, aller en prison pendant quelques années n'était rien de plus qu'une vacance en attendant. Le père de Tanisu fait de Tanisu le gardien de la maison pendant leur absence et l'informe des données qu'il a stockées à l'endroit habituel, comme il le dit. Il lui donne également le mot de passe pour accéder aux données et laisse le reste de leurs recherches à Tanisu pour qu'il les termine. Après cela, les parents de Tanisu ont laissé Tanisu et ses frères et sœurs dans le laboratoire et sont sortis pour se rendre aux fonctionnaires du gouvernement. Quelques instants plus tard, le laboratoire a explosé et les frères et sœurs de Tanisu ont réussi à sortir Tanisu et eux-mêmes du laboratoire en toute sécurité jusqu'à la rive opposée. Comme ils avaient perdu leurs parents et étaient pratiquement des orphelins, la police les a trouvés sur la rive et les a emmenés dans les services de protection de l'enfance. Avec les effets des pilules, heureusement, avant que les effets ne s'estompent, la police leur a trouvé un nouveau foyer et les a déjà installés. Cependant, une fois les effets dissipés, les effets secondaires sont apparus. Avançant jusqu'à aujourd'hui, Tanisu est en train d'écrire dans son journal quand il ferme soudainement son livre, prend le sac de pilules et regarde ses frères et sœurs avant de reprendre le sac de pilules. Il suggère de jeter le médicament pour qu'ils ne puissent plus l'utiliser juste au moment où il s'apprête à le faire. Snow se réveille et lui parle du bruit qu'il entendait en bas. Il pousse Tanisu à aller vérifier pour s'assurer que rien ne leur arrive. À ce moment-là, les autres frères et sœurs qui ont entendu les bruits se réveillent et suivent Snow et Tanisu en bas. En arrivant, Tanisu découvre que le téléphone sonne, alors il le décroche et répond. À l'autre bout du fil, c'était le propriétaire qui informait Tanisu qu'il viendrait leur rendre visite le lendemain. D'après ce qu'il pouvait déduire, le propriétaire semblait être une personne assez normale au téléphone, sans mauvaises intentions. Tanisu regarde ses frères et sœurs une fois de plus et craint ce qui pourrait arriver si le propriétaire les trouvait comme ça.
Il propose donc qu'ils retournent tous au laboratoire sur l'autre île très tôt le lendemain matin afin de chercher plus de médicaments et de données de recherche. Presque immédiatement, Isuri et Asisu s'enthousiasment et commencent même à préparer des vêtements pour leur voyage de retour. Malheureusement, Tanisu leur dit que ce n'est pas nécessaire car ils ne rentrent pas chez eux pour une réunion. Plutôt, il sort le médicament redouté et leur dit qu'ils y retournent pour en obtenir davantage. En voyant le médicament, Isuri et Asisu reculent de peur devant cette pilule redoutable. Tanisu, cependant, leur promet qu'il veut consacrer sa vie à faire plus de recherches sur le médicament afin de contourner les effets secondaires nocifs et de le rendre sûr pour eux la prochaine fois. Izuru et Asisu deviennent très violents et commencent à crier à Tanisu d'arrêter d'essayer de leur faire prendre un si mauvais médicament. Lorsque le vacarme devient trop fort, Snow intervient et rappelle aux deux filles la fête qu'elles ont regardée à la télé. Presque immédiatement, Asisu et Izuri gambadent dans la pièce en se remémorant la splendeur de la fête. Snow promet de les y emmener si elles peuvent retrouver des formes humaines. En entendant cela, les filles soutiennent immédiatement le plan de Tanisu et l'encouragent même. Tanisu regarde le pauvre Tanisu et lui demande s'il aimerait aussi les suivre dehors. Snow lui dit qu'il aimerait cela et Tanisu promet de le rendre heureux. Le lendemain, Tanisu emmène ses frères et sœurs au port de leur île et en choisit quelques-uns pour le suivre sur l'île où se trouve le laboratoire afin qu'ils puissent chercher l'endroit pour leur laboratoire. Suishi choisit de rester en arrière pour éviter de rencontrer trop de monde. Tanisu exauce son souhait et continue vers l'île avec le reste d'entre eux. Là, ils s'amusent un peu avant de fabriquer un bateau gonflable pour les emmener à l'autre partie de l'île. Suishi retourne à la maison pour se rendre compte que Tanisu avait la clé sur lui tout le temps. En quelques minutes, Tanisu et ses compagnons arrivent sur le site du laboratoire. En chemin vers le bâtiment, il dit à ses frères et sœurs de faire attention aux innombrables fonctionnaires du gouvernement qui envahissent le bâtiment en ce moment. Cela signifie qu'ils doivent se faufiler et se guider mutuellement pour ne pas se faire attraper. Dès qu'ils arrivent au bâtiment, Izuri saute dans une pièce sombre par la fenêtre et ouvre la porte pour que ses frères et sœurs puissent entrer. Tanisu leur dit d'aller à la salle de contrôle à côté de la cuisine pour voir s'ils peuvent faire fonctionner un ou deux moniteurs afin de se faire une idée de ce qui se passe autour du bâtiment. Ils ne savaient pas que les caméras et d'innombrables objets placés dans la pièce sombre n'étaient que des capteurs de mouvement attendant de capturer des intrus inattentifs. Néanmoins, ils arrivent à la salle de contrôle et sont étonnés de voir environ 10 à 12 moniteurs encore en fonctionnement. Isuri devient un peu curieuse et demande à Tanisu des informations sur les données qui étaient censées être là. Tanisu, qui voulait juste un peu de temps seul, dit aux filles de retourner dehors et de chercher une voie de sortie au cas où quelque chose d'inhabituel leur arriverait. Pendant ce temps, Suishi, qui est coincé dehors, sent quelque chose avec ses sens d'araignée et va l'examiner. Pendant ce temps, Tanesu et ses autres frères et sœurs quittent la salle de contrôle de la cuisine et passent furtivement devant deux chercheurs dans le salon pour atteindre leur prochaine destination. Après avoir dépassé deux d'entre eux, Tanesu s'arrête pour examiner le plan du bâtiment. Il trouve une faille dans le plan et explique comment l'exploiter à ses frères et sœurs, juste pour qu'ils puissent atteindre le laboratoire principal et collecter le reste des données et des médicaments. Lorsqu'il a fini de murmurer cela à ses frères et sœurs, ils se mettent tous en mouvement, veillant à se cacher de la vue de tout le monde. Ils arrivent à un petit local à un moment donné et Tanesu découvre où se trouve le coffre de données. Il dit à Izuri de grimper là-haut avec ses jambes d'araignée et d'entrer le mot de passe dans le coffre-fort pour qu'elle puisse récupérer la copie papier des fichiers et les lui apporter. Izuri récupère les fichiers et manque de les faire tomber, ce qui aurait causé du grabuge. Heureusement, Tanesu attrape les fichiers avant qu'ils ne touchent le sol et vérifie que les données sont complètes. Satisfait de ses découvertes, Tanesu dit à ses frères et sœurs de se préparer à quitter le bâtiment pour rentrer chez eux à temps avant que le propriétaire n'arrive. Malheureusement pour eux, il y a un orage dehors, donc ils doivent maintenant attendre que le temps s'éclaircisse avant de pouvoir planifier leur évasion. La neige revient à sa forme humaine découverte et se plaint à Tanesu que la foudre l'empêchait de garder sa forme de chien plus longtemps. Tanesu, qui était assez effrayé en regardant le corps nu de son frère aîné, le couvre avec des vêtements et soupire de soulagement. À ce moment-là, Isuri et Ashisu demandent une pause pour aller aux toilettes, mais Tanesu leur dit de se retenir jusqu'à ce qu'ils soient de retour à l'extérieur. Cela les énerve beaucoup car elles se plaignent à Tanesu d'être des dames. À la fin, le pauvre Tanesu n'a pas d'autre choix que de les laisser faire leur truc. Quelques instants plus tard, Tanesu entend deux chercheurs venir dans leur direction. Il réfléchit rapidement et se cache dans les toilettes des femmes avec Isuri et Ashisu. Alors que les chercheurs se rapprochaient, Tanesu pouvait les entendre parler des anciens chercheurs de l'endroit et à quel point leurs recherches étaient irréalistes. Juste à ce moment-là, les deux entendent quelqu'un tirer la chasse d'eau près d'eux et prennent un peu peur. L'un d'eux demande même s'il y a des fantômes dans la maison, mais l'autre prend son courage à deux mains et entre pour vérifier. Tanesu, qui pouvait les entendre arriver, prend rapidement Snow et les filles, et les enferme dans l'une des cabines de toilette pour éviter d'être vu par les chercheurs.
Heureusement, son plan fonctionne car les chercheurs s'ennuient et partent après n'avoir rien trouvé. Ensuite, Shuichi est vue assise devant la maison, regardant la rue, tout en lisant involontairement les pensées des passants. Soudain, elle entend les pensées du propriétaire et réalise à quel point il est impatient de rencontrer enfin les enfants dont tout le monde parle. Quelques secondes plus tard, le propriétaire arrive sur son vélo et trouve Shuichi seul à la maison. Il est un peu effrayé car des pensées aléatoires surgissent dans sa tête que Shuichi peut entendre. Finalement, Shuichi lui dit pourquoi elle était dehors et le propriétaire sort sa clé de rechange pour ouvrir la porte. Une fois à l'intérieur, il leur prépare du thé et essaie de commencer une conversation avec la silencieuse Shuichi. Il a vraiment du mal. Pourtant, il engage une conversation et commence même à transpirer à un moment donné. Mais à la fin, il trouve le courage de se présenter comme Yu Kaito, ou Kuma comme surnom. Shuichi, il pouvait voir l'anxiété sur son visage et lui conseilla de boire son thé pour se calmer. Kaito suit son conseil et prend une gorgée de son thé. Heureusement, cela le calme suffisamment pour qu'il arrête de transpirer. Pour éviter que ce genre de malaise ne se reproduise, Shuichi se lève de sa chaise et se rend à la salle de bain pour se laver. Là, elle continue de supplier les cieux de ramener son petit frère et ses frères et sœurs en sécurité pour éviter d'être seule avec l'homme. Juste à ce moment-là, quelque chose l'encourage à regarder par la fenêtre et elle le fait. Elle voit ses frères et sœurs rentrer sous la pluie avec un parapluie et leur jette une pierre. Cela alerte les autres et ils commencent à faire des bruits étranges que le propriétaire entend. Il sort à la porte d'entrée et accueille les frères et sœurs pour le dîner. Après qu'ils se soient nettoyés et séchés, le propriétaire Kaito commande des pizzas et du coca pour le dîner. Tanisu et ses frères et sœurs prennent chacun une bouchée de la pizza et l'apprécient. Kaito essaie de créer une conversation à partir de rien, mais ensuite Tanisu devient insolent et fait des histoires à propos de la négligence de Kaito envers leur bien-être. Snow dit à Tanisu de se calmer car il est impoli. Cependant, Tanisu lui dit que le propriétaire est une personne gentille, qui ne laissera rien de mal leur arriver. Cette soudaine explosion d'émotions surprend Snow, et il se demande si c'est à cause de ce qu'ils ont traversé au laboratoire. Apparemment, Tanisu et ses frères et sœurs ont dû assommer les deux chercheurs pour gagner suffisamment de temps pour s'échapper. Et ils ont fait cela en forçant Snow à se transformer en chien afin qu'il puisse sortir de la salle de bain et distraire les gardes suffisamment pour qu'ils puissent les assommer par derrière. Avant de quitter le bâtiment, Ashisu et Isuri ont écrit un message horrible sur le mur avec leur sang pour effrayer les chercheurs à leur réveil. Pendant ce temps, Tanisu monte à l'étage pour chercher Snow et le trouve sous sa forme de chien. Il se souvient soudainement de comment les choses étaient quand ils étaient plus jeunes et devient un peu triste pour Snow. Finalement, il redescend avec Snow pour chercher les filles. Il ne savait pas qu'Ashisu et Isuri étaient déjà de retour dans leur ancienne chambre à l'étage en train de regarder de vieilles photos et autres. Tanisu s'arrête dans leur ancienne salle d'études et ressent une vague de nostalgie alors que de merveilleux souvenirs envahissent son esprit. Il devient un peu plus triste que d'habitude et part avant de devenir déprimé. Heureusement pour eux, ce propriétaire est un bon. Ayant vu à quel point les enfants sont démunis, il les laisse vivre avec lui jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller seuls. De retour au bâtiment du laboratoire, les deux chercheurs se réveillent pour trouver le message sur le mur écrit avec du sang. Cela leur fait une peur bleue et ils quittent discrètement cette partie du bâtiment au fantôme qui a écrit un message si étrange. Le lendemain matin, Tanisu se réveille très tard et réalise qu'il a dormi trop longtemps. Il saute immédiatement du lit et se rafraîchit avant de descendre prendre son petit déjeuner. En arrivant, il trouve tout le monde assis à la table du petit déjeuner mangeant à cœur joie. Isuri prend une bouchée de son pain et savoure le goût. Les loutres apprécient également à quel point les nouveaux repas sont savoureux par rapport à leurs anciens. Cela amène le propriétaire à se demander quel genre de repas les enfants ont mangé dans le passé. Il vérifie que Tanisu a bien dormi. Tanisu le remercie de leur avoir procuré un lit, car il dormait par terre depuis un certain temps. Ensuite, il commence à se demander ce qu'il va faire lorsque les effets du médicament expireront 24 heures après sa prise. Apparemment, il a fait prendre le médicament à ses frères et sœurs la nuit précédente, et cela fait déjà plus de 12 heures. Donc, d'après ses calculs, il lui reste juste 12 heures pour trouver une solution ou subir les conséquences. Il a envisagé d'administrer une autre dose du médicament à ses frères et sœurs, mais il ne voulait pas que les effets secondaires soient plus forts à cause des doses répétées. Juste au moment où il s'apprête à dire quelque chose, Kaito prend la parole et suggère qu'ils aillent tous faire de l'escalade plus tard dans la journée pour s'amuser. Tanisu voit cela comme une très bonne idée étant donné qu'il y a des forêts et des arbres partout dans les montagnes. Kaito a demandé l'avis des autres, espérant entendre de bonnes nouvelles, mais il a été choqué lorsqu'il a entendu Ashisu et Isuri laisser la décision entre les mains de Tanisu, leur plus jeune frère. Heureusement, Tanisu accepte l'invitation et les encourage à s'habiller pour qu'ils puissent se rendre à la montagne rapidement. Kaito, quant à lui, ne pouvait que s'asseoir et regarder les enfants étranges. Après s'être habillés, Kaito et les enfants se dirigent vers les montagnes. En chemin, Tanisu garde un œil sur eux pour s'assurer qu'ils ne sont pas distraits ou ne se comportent pas bizarrement devant le propriétaire. À un moment de leur voyage, le corps de Snow commence à tressaillir, mais Tanisu l'ignore pour continuer à parler avec les autres. Peu de temps après, leur discussion est interrompue par une querelle qui se déroule à quelques mètres d'eux. Tanisu lève les yeux pour enquêter sur le vacarme et trouve son ami Sumir en train de se disputer avec deux petits garçons qui essayaient de tuer une araignée dans son habitat.
Presque immédiatement, il se précipite pour aider Sumire à se battre contre les garçons. À son grand désarroi, les garçons ne bougent pas. Kaito arrive quelques secondes plus tard et essaie de faire peur aux garçons en leur faisant croire que tuer une araignée est mal. Malheureusement pour lui, les garçons n'étaient pas des tout petits, donc ils n'étaient pas effrayés par ces astuces bon marché. Avec leur cœur décidé à détruire l'araignée, l'un des garçons tient un bâton court et le balance vers l'araignée qui est sur sa toile. En un clin d'œil, Snow apparaît et empêche le garçon de frapper l'araignée. Izuri arrive aussi et vérifie l'araignée pour découvrir qu'elle est déjà morte. Elle la ramasse pour la manger, mais Tanisu l'en empêche. Izuri laisse accidentellement tomber l'araignée alors que 3 filles s'approchent pour la saluer et complimenter ses cheveux blonds et bouclés. Tanisu devient un peu timide et essaie de chasser les filles, mais Ashisu, sa jumelle, intervient et dit à Isuri de se réjouir et d'être fier de son corps et de ses dons. Isuri, en entendant de tels compliments, sourit et donne aux enfants un petit conseil amical. Juste à ce moment-là, le guide touristique des enfants les appelle pour rejoindre la visite. Alors les 3 petites filles disent au revoir et retournent en courant vers leurs enseignants. Après leur départ, Kaito et ses compagnons poursuivent leur voyage jusqu'à atteindre le sommet de l'une des montagnes là-bas. Ils trouvent Sumire et ses camarades de classe avec leur guide touristique et Tanisu lui fait signe. La neige fait également un signe de la main à la petite fille, mais elle est un peu trop gênée pour lui répondre. En continuant, Kaito leur dit de le suivre jusqu'au moulin à vent pour qu'ils puissent voir l'électricité se créer sur place. Cependant, Tanisu remarque que l'effet du médicament s'estompe plus rapidement dans le corps de Snow. Effrayé qu'il puisse se transformer en chien à tout moment, Tanisu demande à Kaito de laisser Snow aller aux toilettes pour qu'il ne se salisse pas. Ainsi, Snow est autorisé à prendre sa pause toilette et se précipite aux toilettes pour faire ses besoins. Peu de temps après, Tanisu et Sumire se rapprochent du dernier étage du moulin et peuvent observer la vaste forêt depuis l'une des fenêtres du bâtiment. Ils aperçoivent un chien blanc familier courant à travers la forêt et voient un couple écrire leur nom sur un arbre pour immortaliser leur amour. Pendant ce temps, Tanisu et Sumire ont leur moment pendant une fraction de seconde, mais reprennent rapidement leurs esprits. Sumire demande à propos du type aux cheveux blancs qui a sauvé l'araignée de se faire frapper par les brutes plus tôt, et Tanisu la présente à Snow, son grand frère. Sumire rêve de Snow pendant un moment et finit par ignorer le pauvre Tanisu. Pendant ce temps, Ashisu et Aisuri se détendent à un niveau plus haut que leur frère, quand soudain son corps commence à changer. Sachant ce qui allait arriver, Aisuri se précipita en bas et se rendit dans la forêt pour s'éloigner le plus possible des humains. Suishi arrive au niveau de Tanisu et l'informe de la maladie d'Aisuri. Tanisu descendit du bâtiment aussi vite qu'il le put et poursuivit Aisuri dans la forêt. Pendant ce temps, Ashisu suivit sa sœur jumelle, Aisuri, dans la forêt pour essayer de l'empêcher de devenir ce qu'elle était sur le point de devenir. Cependant, Aisuri était trop effrayée pour laisser quiconque s'approcher d'elle, et elle gifle Ashisu pour la protéger. Quand son corps ne peut plus le supporter, elle trébuche et tombe, et commence à se transformer en araignée complète. En 1 minute environ, Aisuri devient une araignée et continue de courir plus loin dans la jungle. En chemin, elle tombe sur les brutes de tout à l'heure et menace de les manger. Ashisu, quant à elle, se relève et se remémore les merveilleux moments qu'elle a partagés avec sa sœur jumelle quand elles étaient plus jeunes et un peu semblables à tous égards. Finalement, elle rassembla assez de courage pour se relever et confronter sa sœur afin de donner au garçon suffisamment de temps pour s'enfuir. Son plan fonctionne bien, mais elle se retrouve alors seule avec une araignée de 23 kg affamée de chair humaine. Que fera Ashisu maintenant? Sera-t-elle capable de combattre sa sœur comme son ennemie ou réussira-t-elle à surmonter les obstacles et à trouver une issue? Eh bien, avant que la question ne soit résolue, revenons quelques années en arrière pour découvrir ce qui est arrivé aux jumelles inséparables, Ashisu et Aisuri. Quand elles étaient plus jeunes, les cheveux d'Aisuri étaient encore foncés comme ceux de sa sœur. Elles étaient pratiquement inséparables, comme dit plus tôt. Un jour, elles appellent leur frère, Snow, et le font jouer à cache-cache avec elles. Snow, qui se retrouve toujours avec le mauvais rôle, reste là avec regret alors qu'il se prépare à chercher les filles. De retour au présent, on voit Snow sentir le sol à la recherche des traces des odeurs d'Aisuri et d'Ashushi. Tanisu a également suivi pour s'assurer qu'il serait là quand Snow les trouverait finalement. Pendant ce temps, Ashisu se réveille avec la moitié de son corps couvert de veines et de feuilles. Elle regarde de l'autre côté de la rivière devant elle et trouve sa sœur, Aisuri, qui est toujours sous sa forme d'araignée, la fixant intensément. Alors qu'Aisuri se demande quoi faire de la fille étrange devant elle, un autre flashback est montré pour continuer le jeu de cache-cache de ce jour-là. Quelques instants après avoir été désigné chercheur, Snow s'est transformé en son forme de chien et a suivi les odeurs des filles jusqu'à la forêt. Il trouve Ashisu en premier, puis passe à la recherche de sa sœur jumelle. Aisuri a couvert ses pattes d'araignée avec des feuilles pour tromper Snow en lui faisant croire qu'elle était Ashushi. Cependant, Snow a rapidement vu à travers le déguisement et l'a exposé comme étant Aisuri. Cela choque les deux filles et Aisuri demande à Snow comment il a su que c'était elle. Snow répond froidement et lui dit qu'il pouvait la sentir à 1 km de distance, car elles étaient très différentes l'une de l'autre. Cela énerve tellement Aisuri qu'elle rentre chez elle en se plaignant des commentaires froids de Snow. Elle entre brusquement dans une pièce avec sa sœur et fait tomber l'un des liquides expérimentaux de leurs parents sur ses cheveux. Le liquide change la couleur et le type de cheveux d'Aisuri en une chevelure blonde et bouclée.
Cela effraie tellement les filles qu'elles se précipitent vers leurs parents pour leur rapporter l'incident. Après avoir entendu tout ce qu'elles avaient à dire, leur mère les rassura en leur disant que le liquide pour cheveux était inoffensif pour Aizuri. Quant aux effets, c'est permanent, donc Aizuri ferait mieux de s'habituer à son nouveau type de cheveux. Sinon, elle peut se faire raser la tête avec sa sœur. Leur père envisage aussi cette idée et prépare même la tondeuse pour raser les cheveux de sa fille. Effrayée de perdre leurs beaux cheveux, Aizuri emmène sa sœur et tisse un nid de toile au plafond d'une des pièces du manoir. Leurs parents essaient de les faire descendre pour discuter, mais Aizuri n'est pas prête à le faire car elle craint qu'ils ne fassent que la narguer. Finalement, leurs parents s'en vont et les sœurs jumelles restent là pour se soutenir mutuellement. De retour au présent, Ashisu s'approche de la forme hideuse de sa sœur, plonge une extrémité de ses racines dans l'eau de la rivière et se transforme en un arbre qui s'enroule autour de sa sœur. C'est pour protéger la forêt autour d'elle, jusqu'à ce que les effets secondaires du médicament s'estompent. Quelques minutes plus tard, les deux garçons de tout à l'heure rejoignent la civilisation et rapportent rapidement l'incident de l'araignée aux adultes présents. Kaito et Suichi les ont entendus parler et leur ont demandé plus d'informations. Kaito, qui s'attendait à ce que Suichi vienne avec lui, fut choqué de découvrir qu'elle ne venait pas. Néanmoins, il a demandé aux garçons de l'emmener sur les lieux pour qu'ils puissent faire quelque chose à ce sujet. Pendant ce temps, Snow et Tanisu ont réussi à retrouver leur sœur à leur emplacement exact. Tanisu est fasciné de découvrir la forme complète d'Aizuri et Ashisu, qui est maintenant un arbre adulte, et ne peut s'empêcher de collecter des échantillons pour ses recherches. Il fait le tour de l'arbre magnifique et ramasse des poils d'araignée et des brindilles avec ses pincettes. En quelques secondes, l'arbre perd son équilibre et s'effondre au sol. Tanisu et Snow, qui ont retrouvé leur forme humaine, regardent les filles et reprennent leur forme humaine originale, sains et saufs. Il leur met rapidement des vêtements et les regarde se serrer dans les bras, heureuses d'avoir survécu à une telle épreuve. Alors que les deux filles s'embrassent et se félicitent, Snow dit à Tanisu d'apprécier le don qu'il a reçu, car on ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'était pas un tel génie. Avec cela, Tanisu apprend à apprécier son talent plus que tout. Peu de temps après, Kaito et les deux gars les rejoignent pour leur parler de la grosse araignée méchante. Sur le chemin du retour, Tanisu envisage de parler à Kaito de leur pouvoir, espérant qu'il les accepterait pour ce qu'ils sont vraiment. Quoi qu'il en soit, il abandonne l'idée et s'assure de rentrer chez lui en un seul morceau. Après avoir passé des heures dans le nid que la petite Aizuri avait fait près du plafond dans le flashback, le petit Snow est venu inviter les filles à manger des collations avec lui. Cela agace tellement Aizuri qu'elle décide de le punir. Elle descend de sa toile, capture Snow et l'attache à une chaise dans une pièce sombre avec une simple ampoule éclairant le milieu. Lorsqu'il reprend connaissance, Snow se retrouve les yeux bandés et demande aux filles une explication. Aizuri se cache avec sa sœur dans la partie la plus sombre de la pièce et dit à Snow d'identifier la personne qui parle juste en écoutant sa voix. Snow identifie facilement Aizuri et lui fait savoir qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre. Il demande ensuite à Aizuri pourquoi elle veut que sa sœur et elle soient si semblables. Aizuri verse une petite larme et gifle Snow pour son commentaire narquois. Finalement, Asuri apprend à accepter le fait qu'elle et sa sœur peuvent être un peu différentes après tout, et c'est tout à fait normal. Quelques jours après l'épreuve, les choses redeviennent normales. Un après-midi, Asuri trouve une grande quantité des drogues qu'ils utilisaient à l'époque pour les rendre humains. Et pire encore, Tanisu les cachait. Elle en sort un tas et menace de tout jeter si Tanisu les garde. Tanisu, après avoir découvert qu'Asuri a fouillé dans ses affaires, la confronte pour cela et promet de ne plus jamais leur faire prendre les drogues. Il leur révèle également la recherche secrète qu'il mène pour modifier le médicament afin de les rendre humains et complètement normaux pour toujours, et les rassure que l'expérience sera un succès. Satisfaite des réponses de Tanisu, Asuri lâche les médicaments et laisse Tanisu faire son travail. En avançant, Tanisu s'arrête pour se rappeler le visage du propriétaire et envisage même de lui révéler leur petit secret. Mais encore une fois, il serait trop tôt pour précipiter les choses et le dire au propriétaire. Comme tout autre génie le ferait, Tanisu décide de se détendre et d'étudier davantage le propriétaire pour voir ce qu'il en ressort. Le lendemain matin, Kaito se réveille tôt et prépare le petit déjeuner pour les enfants. Une fois levés, les enfants sont ravis de trouver sur la table certains des petits déjeuners les plus délicieux qui les attendent déjà. En leur servant leur nourriture, Kaito leur parle des nouveaux meubles qu'il a déjà achetés pour leur chambre sur internet et leur dit d'anticiper à quel point leurs chambres seront belles quand ils arriveront. Lorsqu'on lui demande pourquoi il ne pouvait pas simplement sortir et les acheter physiquement, Kaito explique les complexités entourant l'achat d'objets volumineux comme les meubles physiquement. Étant donné qu'ils vivent sur une île, obtenir de bons meubles peut être un peu pénible pour eux, d'où la nécessité d'une boutique en ligne qui jusqu'à présent a rendu les choses beaucoup plus faciles à obtenir. Après avoir entendu tout ce qu'il avait à dire, Snow est confus et demande à Tanisu ce qu'est internet. Pauvre Snow. Quoi qu'il en soit, Kaito remarque cela et demande aux gars pourquoi ils ont vécu sous une roche toute leur vie. Tanisu l'interrompt pour éviter que quoi que ce soit ne se répande et se vante de son génie. Il y a un léger silence et une tension dans l'air, mais finalement Kaito brise le silence et les invite à le suivre chez le vendeur de meubles pour récupérer les meubles qu'il a achetés. Naturellement, les enfants acceptent de suivre le gentilhomme et mangent aussi vite qu'ils le peuvent. Après avoir mangé et s'être rafraîchis,
ils se dirigent tous vers la ville sur l'île pour se rendre chez le vendeur. En chemin, Snow et les autres, sauf Tanisu, sont fascinés par les choses incroyables en vente sur le marché. Tanisu essaie de les empêcher de s'emballer, mais Kaito lui dit de se détendre et de laisser les enfants tranquilles. Ensuite, Kaito emmène les enfants au tableau d'affichage public pour leur montrer les photos des meubles d'occasion qu'il a achetés au vendeur. En voyant à quel point les meubles sont magnifiques, Tanisu et ses frères et sœurs sont plus qu'heureux d'obtenir enfin quelque chose de bien. Plus tard, ils s'arrêtent tous dans un magasin de glace et Kaito leur achète des glaces. Au début, Tanisu refuse sa glace, mais finalement il en prend un peu et continue son voyage avec les enfants jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin au magasin d'occasion. Là, ils découvrent que l'employé du magasin est le guide touristique de Sumire de leur excursion en montagne il y a quelques semaines et s'arrête donc pour dire bonjour. Le guide touristique de Sumire demande à Kaito ce qu'il fait avec des enfants qu'il ne connaît pas. Kaito lui explique la situation et se fait réprimander pour être trop gentil. Pendant ce temps, Snow s'éloigne dans le magasin et se retrouve devant beaucoup de miroirs. Il les fixe et commence à ressentir la sensation désagréable qu'il a chaque fois qu'il est sur le point de se transformer. Avant qu'il ne le fasse, Kaito s'approche de l'employé et lui demande où il pourrait trouver les meubles d'occasion. L'employé devient un peu curieuse et demande aux enfants pourquoi ils portent des vêtements familiers. Les enfants lui répondent en lui disant qu'ils les ont obtenus de la poubelle de recyclage. Cela la contrarie et elle gronde Kaito pour cela. De plus, elle indique à Kaito le bâtiment du vendeur et il s'y rend immédiatement avec les enfants. En arrivant, Kaito est extrêmement surpris de découvrir que les meubles ont déjà été vendus. Il demande à la vendeuse pourquoi elle ferait une telle chose et elle lui dit que son entreprise fonctionne sur le principe du premier arrivé, premier servi, donc elle n'avait aucune obligation de garder des meubles pour lui. En entendant cela, Kaito rentre chez lui avec les enfants. En chemin, Kaito est bouleversé et s'excuse auprès des enfants d'avoir tout gâché. Au début, les enfants ne le comprenaient pas, mais finalement, ils ont tous eu une idée pour remonter le moral de Kaito. Pour ce faire, ils emmènent tous Kaito à la décharge et l'encouragent à ramasser des pièces de meubles pour qu'ils puissent les assembler une fois rentrés chez eux. Kaito est confus par ce comportement étrange, car il sait que tout le monde aime les choses neuves. Pourtant, il aimait l'idée que les enfants ne voulaient rien gaspiller. En conséquence, il les aide à obtenir les pièces de mobilier et à les assembler quand ils rentrent tous à la maison. En arrangeant les nouveaux meubles, Snow éternue un peu, ce qui fait soupçonner à Tanisu qu'il a de la fièvre. Néanmoins, Tanisu se concentre sur la tâche à accomplir pour qu'elle soit terminée avant la tombée de la nuit. Une fois qu'ils ont terminé, Tanisu se remémore les moments qu'il a passés avec ses frères et sœurs le premier jour où ils ont été amenés à la maison. Ils venaient de se disputer et avaient besoin de se calmer. Pour cela, ils devaient travailler ensemble à l'époque pour assembler le peu de meubles qu'ils avaient et s'en accommoder. Maintenant que leur maison a été améliorée, ils sont plus heureux que jamais d'avoir une figure adulte pour les guider. Tu te souviens du petit éternuement de Snow? Eh bien, il s'avère que les choses ont empiré pour lui car il a attrapé une mauvaise fièvre et est alité. Kaito appelle le médecin pour venir l'examiner et après quelques jours, le médecin n'a plus de médicaments à administrer à Snow. Il discute avec Kaito et lui dit qu'il est un peu trop occupé pour se rendre sur le continent pour obtenir de nouveaux médicaments pour Snow. Kaito décide de l'accompagner et le médecin cède. Plus tard dans la nuit, Asuri et sa jumelle s'inquiètent un peu pour Kaito et leur petit frère. Tanisu descend de la chambre de Snow et leur explique à quel point la situation est grave. Pour aggraver les choses, Tanisu leur dit que les nouveaux médicaments n'arriveront pas sur l'île avant le week-end. Avec cela, il sait qu'il doit faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Il doit y avoir quelqu'un qui peut les aider avec les médicaments sur l'île. Ils doivent juste trouver la personne. Tanisu commence à faire ses bagages pour commencer sa recherche, mais Asuri lui rappelle à quel point son sens de l'orientation est mauvais. Tanisu devient triste car il n'a personne pour l'accompagner afin de ne pas se perdre en chemin. Heureusement pour lui, Asuri et Asisu choisissent tous deux de le suivre et Tanisu les laisse joyeusement se joindre à lui. Ensuite, le trio se prépare et laisse la maison entre les mains de Sushi avant de partir chercher leurs médicaments. Peu après leur départ, Kaito se prépare également à sortir. Avant de le laisser partir, Sushi demande à utiliser son ordinateur. Au début, Kaito hésite un peu à lui confier l'ordinateur portable, mais Sushi lit dans ses pensées et promet de ne pas toucher à son dossier de maïs. Embarrassé, Kaito essaie de lui expliquer qu'il utilise ce dossier uniquement pour ses documents d'études. Sushi, qui savait déjà ce qu'il en était, le remercia pour son aide et se dirigea directement vers sa chambre pour surfer sur le net. En arrivant sur une plateforme de médias sociaux, elle demande à la communauté de lui donner des informations sur un médicament qui peut guérir l'endémie. Après avoir reçu une série d'insultes de la part des guerriers du clavier, elle abandonne sa recherche et retourne à sa table. Juste à ce moment-là, elle se remémora son temps avec Snow, le seul frère qui comprenait. Comme personne n'aimait jouer avec Sushi à cause de son pouvoir, Sushi était toujours laissé seul et devait faire ses choses seul. Snow, cependant, se sentait désolé pour elle et se transformait en sa forme de chien pour l'aider. Au moins, Sushi aurait du mal à lire l'esprit d'un chien puisqu'elle peut à peine interpréter leur langage. Au fil du temps, Snow laissait Sushi le caresser sous sa forme de chien pour qu'elle ne se sente pas trop seule. La simple pensée de tout ce que Snow a fait pour elle la ramène à la réalité et elle retourne à l'ordinateur pour continuer à chercher. Après avoir cherché quelques minutes de plus,
Quelqu'un finit par parler et lui parle d'un médicament local de l'île. Sushi s'y intéresse immédiatement et lui demande où elle peut se procurer ce médicament. Elle ne savait pas que l'idiot était un prédateur déguisé. Il lui a demandé sur le chat de confirmer si elle était un homme ou une femme. Au début, Sushi a envisagé de mentir sur son genre, mais elle a ensuite ignoré les conséquences et a dit à la personne qu'elle est une femme. En découvrant qu'elle est une femme, le prédateur révèle sa véritable identité et demande à la rencontrer avant de lui donner le médicament pour la maladie. Sushi a utilisé un peu de ses pouvoirs pour entendre les choses dangereuses que l'idiot disait dans sa tête. Sushi a ignoré l'homme et a trouvé un autre contact prêt à lui donner le médicament si elle pouvait venir le chercher elle-même. Sushi est devenue désespérée, a éteint l'ordinateur et a décidé de sortir pour aller chercher le médicament elle-même. Elle fait une escale dans un café à proximité pour prendre un café instantané et attendre son contact. Peu de temps après, le guide touristique de Sumira est venu et s'est assis près d'elle. Sushi devient un peu curieuse et lui demande comment elle savait que c'était elle qui l'avait appelée. La dame a non seulement refusé de lui répondre, mais elle a aussi affiché un air suffisant, presque comme si elle voulait narguer Sushi. Sushi coupe court et lui demande directement l'emplacement du médicament. Avant de lui dire où se trouve le médicament, la dame la défie de deviner à quoi elle pense d'abord avant de lui dire où se trouve le médicament. Sushi a essayé de lire dans ses pensées à ce moment-là et a compris à quel point c'était difficile. Cela l'a un peu effrayée, alors elle s'est levée prête à quitter le café. Le guide touristique de Sumir l'a empêché de partir et lui a remis le médicament. Sushi retourne à sa place et engage une petite conversation avec la dame. La dame révèle à Sushi sa véritable identité et la félicite d'avoir sacrifié sa tranquillité juste pour son frère. Snow devrait aller bien dans quelques jours s'il prend le médicament et respecte la posologie. Avant de partir, Sushi fait savoir au guide touristique de Sumir qu'elle l'aide parce qu'ils ont tous besoin les uns des autres pour survivre. En entendant cela, le guide touristique de Sumir sourit à Sushi et lui souhaite le meilleur. Plus tard dans la nuit, Snow se réveille de son lit avec son corps qui tremble comme un zombie. Incapable de parler ou d'appeler à l'aide, Snow reste immobile et continue de fixer le plafond jusqu'à ce qu'il se fatigue. Quelques heures plus tard, Tanisu et les autres frères et sœurs rentrent à la maison avec le médicament pour Snow. Ils montent à l'étage pour vérifier leur frère aîné, mais trouvent la chambre vide. Perplexe, Sushi scrute la zone avec ses pouvoirs en espérant capter un signal de Snow. Mais malheureusement, il n'y avait rien. Tanisu est très effrayé et sort de la maison pour chercher Snow. Pendant ce temps, Snow, qui s'est déjà transformé en une sorte de chien zombie, traque un ivrogne de manière agressive alors qu'il rentre chez lui au milieu de la nuit. Il attend et s'assure que l'ivrogne soit dans son état le plus vulnérable avant d'attaquer. Heureusement pour l'ivrogne, une partie de son cerveau fonctionnait encore. Il a pu voir le chien zombie venir vers lui et a couru comme un fou en criant pour que quelqu'un le sauve d'être mangé. De retour en ville, Tanisu et ses frères et sœurs montrent aux gens des photos de Snow et leur demandent s'ils l'ont vu passer plus tôt dans la journée. Malheureusement, personne n'a vu le garçon aux cheveux blancs traverser la ville. Dévasté, Tanisu envisage de chercher Snow dans la forêt, car c'est l'endroit le plus probable où il serait allé ensuite. En même temps, l'homme ivre tombe sur Sumira en fuyant Snow, le chien zombie. Sumira s'inquiète un peu de cela et lui demande s'il y a quelque chose qu'elle peut faire pour aider. Cependant, l'homme la repousse et continue de courir dans la direction opposée. Juste à ce moment-là, le chien zombie la rattrape et lui saute dessus. Tanisu, quant à lui, continue de courir aussi vite que ses jambes le portent à travers la forêt pour atteindre Snow avant qu'il ne blesse quelqu'un. En chemin, il tombe sur un chat noir qui menace de lui faire du mal. Heureusement, le chat n'était pas prêt à faire cela car la pluie le gênait. Tanisu ignora le chat et continua de courir vers Snow. Quelques mètres plus loin, on voit Snow lutter avec le chien en lui alors qu'il essaie de revenir à sa forme humaine. Sumira remarque une agitation interne dans le corps de Snow et propose de l'aider. Cependant, Snow n'allait pas mettre la vie d'une petite fille en danger car il pouvait sentir le chien zombie essayer de reprendre le contrôle de son corps. Il retourne dans la forêt pour se cacher de la civilisation, mais Sumir le suit. Elle le trouve évanoui par terre, au milieu de nulle part, et essaie de s'approcher de lui pour l'aider. Malheureusement pour elle, elle trébuche sur un ravin et tombe dans le gouffre en dessous. Snow, qui pouvait entendre ses cris, se relève et fait un saut de foi vers Sumir pour l'aider à ne pas tomber. Heureusement, son plan a fonctionné et Sumira est indemne. Cependant, Snow avait encore du mal à garder son calme. Il part chercher un parapluie pour Sumira afin de la garder au sec sous la pluie, puis se précipite à nouveau dans les buissons pour se calmer. Quelques instants plus tard, Snow revient vers Sumira en tant qu'être humain normal. Pour l'aider à se rétablir, malgré le fait qu'elle ne connaisse pas sa véritable identité, Sumir permet à Snow de reposer sa tête sur ses genoux, pendant qu'il s'assoit sur un banc extérieur bien éclairé. Ce qu'il ne s'avère pas, c'est que Tanisu était déjà arrivé sur les lieux il y a quelques minutes et pouvait déjà voir son grand frère sur les genoux de Sumira. Il reste et observe attentivement alors que Sumira se penche vers les lèvres de Snow pour l'embrasser pendant qu'il dort profondément. Ne pouvant plus le supporter, Tanisu s'enfuit dans la direction opposée en pleurant doucement, car il venait de vivre son premier chagrin d'amour.
Snow entend quelqu'un courir et se réveille immédiatement pour voir de qui il s'agit. Malheureusement, il ne pouvait voir personne. Tanishu rentre chez lui et s'assoit par terre en essayant de se convaincre que Sumira n'était pas amoureuse de son frère aîné. Cependant, l'autre côté de lui, le mauvais et négatif alter ego, apparaît dans son subconscient et lui dit d'arrêter d'essayer de faire en sorte que ses frères et sœurs s'intègrent. Il appelle Tanishu son miroir, un échec qui n'a même pas pu avoir la fille de ses rêves. D'ailleurs, qui voudrait sortir ou se marier avec un monstre, Sumira? Il ne le pensait pas. Tanishu reste simplement assis là et continue de souhaiter que le gars qui lui ressemble lui raconte des mensonges. Il avait raison sur une chose, c'est que Sumira est amoureuse de Snow. Tanishu refuse toujours d'accepter ce fait alors qu'il lutte pour garder la tête froide. La voix dans sa tête continue de le narguer et de le faire choisir entre vivre sa meilleure vie et tout sacrifier pour sa famille de monstres. Tanishu se roule par terre et supplie la voix dans sa tête de le laisser tranquille. Lorsqu'il est enfin libéré de cette terrible voix, Tanishu descend les escaliers pour découvrir qu'il a passé toute la nuit à se tordre de douleur et de peur de perdre tout ce pourquoi il a travaillé. Tanishu reste allongé sur le sol, fatigué et confus, alors que toute la pièce semble devenir blanche à ses yeux. Après avoir regardé autour de la pièce blanche pendant un moment, Tanishu se retrouve et parvient à s'asseoir sur le canapé. Juste à ce moment-là, il voit Snow essayer de prendre quelque chose de l'étagère de la télévision et ignore sa présence. Il regarde ensuite autour de la maison pour trouver des apparitions de ses frères et sœurs heureux lors d'un concours de cuisine. Les apparitions continuent d'apparaître et Tanishu se souvient du premier jour où ils sont arrivés dans la maison où ils vivent maintenant. La journée était comme les autres, mais ensuite Izuri faisait des caprices car elle devenait un peu difficile sur l'endroit où dormir. Après beaucoup de persuasion de la part de ses frères et sœurs, elle accepte finalement de dormir dans la même pièce qu'eux. Même ainsi, elle se plaint encore de la petitesse de la pièce et souhaite qu'il y ait plus de meubles. Un jour, en route pour la ville, Isuri a trouvé un insecte sur les murs et a essayé de l'attraper. Ashisu l'a arrêté de faire cela et a effrayé tout le monde. Izuri écoute sa sœur jumelle et continue de visiter la ville avec Tanishu. Pour poursuivre la visite, Tanishu emmène ses frères et sœurs au parc de la ville pour qu'ils puissent y jouer. Snow voit les chiens jouer dans le parc avec des balles dans la bouche et a immédiatement envie de les rejoindre et de jouer. Heureusement, Tanishu a pu l'arrêter avant que cela n'arrive. Peu après, Tanishu a emmené ses frères et sœurs à la librairie et leur a acheté des esquimaux alléchés avant qu'ils ne refroidissent. Suishi croque dans son esquimau et aime le goût. Après cela, Tanishu les emmène dans une autre partie de la ville pour qu'ils puissent continuer à explorer jusqu'à ce qu'il fasse nuit. De retour au présent, Sumiri trouve Tanishu assis tout seul et abattu. Elle se sent désolée pour lui et s'approche pour lui demander des nouvelles de son frère. Déçu, Tanishu reste silencieux et écoute Sumiri le presser de lui dire comment va son frère. Quand il en a assez, Tanishu lui dit qu'il ne sait rien de lui. Sumira lui demande s'ils se disputaient, mais Tanishu lui dit tout, y compris le fait qu'il a menti sur son nom, qu'il était Tanizu et non Kanisu. Tanishu lui parle aussi de sa dispute avec les autres frères et sœurs et souhaite que les choses ne soient pas si mauvaises entre eux. Sumir, après avoir entendu tout ce que Tanishu avait à dire, lui pardonne de lui avoir menti et lui conseille d'aller parler à ses frères et sœurs pour régler leur querelle afin que les choses puissent revenir à la normale. Tanishu écoute son conseil et trouve le courage de rentrer chez lui et de parler à ses frères et sœurs. En rentrant chez lui, il ouvre la porte et entend les voix de ses frères et sœurs à l'intérieur de la maison. Tanizu court dans la maison pour être déçu par le vide et l'obscurité de la pièce. Tanizu se précipite à l'intérieur, les larmes aux yeux, alors qu'il commence à repenser à ses décisions de vie. Il ouvre un tiroir et trouve quelque chose qui lui rappelle l'une de ses disputes avec Izuri lorsqu'ils ont infiltré le laboratoire pour obtenir les médicaments et le matériel de recherche. Cette nuit-là, Tanishu a essayé de convaincre Izuri de ne pas rester dans le laboratoire car les choses pourraient devenir assez dangereuses là-bas, mais lorsque l'entêtement d'Izuri l'a empêché de réfléchir, il lui a donné une clé du laboratoire et de certaines pièces importantes au cas où elle penserait à y retourner. En se souvenant de cela, Tanishu ouvre le compartiment où Izuri gardait la clé qu'il lui avait donnée plus tôt et n'y trouve rien. Cela ne peut signifier qu'une chose, c'est qu'Isuri et les autres sont en route vers l'île. Sans réfléchir à deux fois, Tanishu court au magasin à proximité et supplie le commerçant de lui prêter un bateau pour se rendre sur l'autre île. Malheureusement pour lui, le commerçant n'était qu'un instituteur et n'avait pas assez de pouvoir pour trouver un bateau à Tanishu. Tanizu, qui n'était pas maladroit, fait le lien et identifie plusieurs raisons pour lesquelles ce même professeur de lycée aurait accès à un bateau qu'il pourrait utiliser. Le professeur loue son raisonnement analytique, mais lui annonce ensuite qu'il ne peut pas laisser un enfant comme lui aller sur l'océan, même si sa raison est valable. Au lieu de cela, elle envisage d'appeler la police. Sachant pertinemment que la police n'aidera pas la situation, Tanishu l'empêche de passer l'appel et réfléchit à son prochain mouvement. L'enseignante essaie de le faire s'expliquer, mais encore une fois, Tanishu n'était pas prêt à dévoiler tous ses secrets. Cependant, il lui fait savoir que s'il n'arrive pas à temps,
il risque de perdre sa chance de se réconcilier avec eux pour toujours. En entendant cela, l'enseignante prend des imperméables pour elle et Tanisu afin de protéger leur corps de la pluie. Puis, elle se rend à la plage avec Tanisu pour prendre un bateau et traverser l'océan jusqu'à l'autre île. En route, la professeure, qui s'est ensuite appelée Wei, et Tanisu ont trouvé Kaito et lui ont tout raconté. Malgré sa lâcheté et son côté pleurnichard, Kaito a rassemblé son courage et a accompagné Wei et Tanisu pour sauver Isuri, Ashisu, Snow et Swishy. Wei dérive habilement à travers les vagues déchaînées pour garder le bateau à flot et hors de danger. Quand les choses se calment un peu, Kaito passe du temps seul avec Tanisu et écoute tout ce qu'il a à dire. Tanisu commence par demander à Kaito pourquoi il l'aide, étant donné que Tanisu est quelqu'un qui ne peut pas faire les choses par lui-même. Kaito lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui et qu'il considère lui et ses frères et sœurs comme sa propre famille, même s'ils ne sont pas liés par le sang. En entendant cela, Tanisu réalise qu'il peut faire confiance à Kaito. Il reste silencieux pour le reste du voyage, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin sur l'île où se trouve le laboratoire. Tanisu repère le bateau que ses frères et sœurs ont utilisé pour se rendre sur l'île et se précipite pour l'examiner. Kaito, quant à lui, le retient et l'encourage à aller retrouver sa famille. Tanisu court immédiatement plus profondément dans la forêt pour chercher ses frères et sœurs. Après son départ, Wei demande à Kaito pourquoi il ne suit pas Tanisu et il lui dit que c'est parce qu'il fait confiance à Tanisu pour faire ce qu'il faut. Pendant ce temps, Tanisu utilise toutes ses compétences analytiques pour retrouver ses sœurs et son frère jusqu'à une falaise. Incapable de sauter par-dessus la falaise physiquement, Tanisu prend une liane et attache une des extrémités à ses pieds. Il descend ensuite la falaise, mais perd pied à mi-chemin et tombe au sol. Tanisu défie les probabilités et se relève avant de continuer à courir vers le laboratoire. Quand il se fatigue de courir, il crie le nom de Snow et les rattrape en un rien de temps. Lorsqu'ils sont face à face, Tanisu demande à ses frères et sœurs pourquoi ils l'ont laissé tout seul en ville. Isuri et Ashisu expliquant les dangers auxquels il est exposé en les gardant près de lui. En plus de la discrimination de ceux qui ne savent pas mieux, il y a la possibilité qu'ils se transforment en monstres complets et attaquent leur cher petit frère. Tanisu, cependant, ne se souciait pas du tout de toutes ces histoires. Tout ce qu'il voulait, c'était que sa famille soit à nouveau unie et s'assurer qu'ils surmontent leurs adversités ensemble. Il devient ému au milieu de son discours et demande à Snow ce qu'il pense de tout ce qu'il a fait pour eux depuis le début. Snow se transforme en homme-loup pour prouver son point à Tanisu. Les monstres sont mauvais pour les humains et on ne sait pas ce qui peut arriver si leurs identités sont révélées. Pourtant, Tanisu refuse de reculer. Au lieu de cela, il leur dit de croire en la petite chance qu'ils ont de survivre. Il va même jusqu'à confronter son frère aîné et lui demander pourquoi il continue à agir égoïstement envers lui et à le négliger chaque fois qu'ils doivent faire quelque chose de spécial. Snow reste à l'écart et détourne le regard lorsque Tanisu attrape sa chemise pour le retenir. Quand il s'agit de cela, il laisse Tanisu avec Isuri et Ashisu. Avant de le laisser partir complètement, Tanisu demande en larmes à Snow de lui dire comment il veut vraiment vivre. Snow, déjà en larmes à ce moment-là, fixe la nuit légèrement pluvieuse et crie son véritable souhait, qui est de vivre avec Tanisu et le reste de sa famille sans aucun problème ni souci. Avec cela, la famille Frankenstein retrouve son état normal. Quelques nuits plus tard, tout le monde se réunit autour de la table ronde pour déguster un grand dîner préparé par moi-même, Kaito. Ils se mettent à table et s'assurent de savourer tout le repas en quelques minutes. Même Snow a du mal à rester humain, à en juger par la délicieuse nourriture. Après avoir fini de manger, Tanisu attire leur attention et leur demande conseil sur sa prochaine décision. Il demande à ses frères et sœurs ce qu'ils pensent de parler à Kaito de leur famille. Avant qu'ils ne puissent lui donner une réponse appropriée, Kaito arrive et leur demande ce qu'ils lui cachent. Presque immédiatement, les frères et sœurs se taisent, confus quant à ce qu'ils doivent faire. Lorsque Kaito commence à trop parler, Tanisu intervient et lui dit qu'ils veulent parler de leur famille. En entendant cela, le processus de pensée de Kaito se transforme en un flot de pensées aléatoires sur une certaine personne qu'il appelait Yu. Swishy, qui lisait dans ses pensées tout du long, se fatigue et s'énerve contre lui pour avoir mentionné cette personne, Yu, tout le temps. Finalement, elle le fait taire et lui dit de ne plus jamais penser à Yu.